il faut que parmi tous ces projets, et pour moi je ne l'appelle pas une intelligence, je l'appelle la précondition, c'est que vous contribuez toujours, mais toujours au bien commun. C'est impossible que nous poursuivrons dans les décennies à venir cette obsession de l'efficacité. Efficiency will make place for resilience, c'est-à-dire la résilience de l'entreprise, de la communauté, de la société, de l'industrie, de l'écosystème deviendra une grande priorité. Et je crois que nous avons tous oublié d'inserter dans toute analyse financière, stratégique, marketing d'entreprise, la résilience. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons voir une transformation très claire, très nette, qu'on n'est plus intéressé d'avoir l'efficacité comme ça nous a été proposé depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que nous savons tous très bien que si la concurrence se fait sur base du prix meilleur marché dans les magasins, eh bien, dans ce cas-là, le prix le meilleur marché veut dire que vous avez triché sur le plan social et sur le plan écologique. Il est impossible de faire la concurrence mondiale si vous avez le prix le meilleur marché et vous n'avez pas triché sur ces deux niveaux. Et c'est la raison pour laquelle ma proposition économique, dans le cadre de ces 5 intelligences de la gestion, je propose que nous allons répondre aux besoins avec ce qu'on a localement disponible et on crée surtout valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui nous permet d'avoir quand même dans une localité la possibilité de créer l'effet multiplicateur. Comme la macroéconomie a besoin du pouvoir d'achat du consommateur, au lieu de renvoyer tout l'argent en cyberspace avec Amazon, nous avons besoin d'un contre-courant qui nous permet que l'argent circule localement et circule plus rapide. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec notre projet de papier-pierre, mais on le fait aujourd'hui au Maroc avec nos projets des algues de mer. Le Maroc dans le sud ont besoin du gaz. Le gaz est importé de Qatar. Je ne vous explique pas les implications géopolitiques d'un choix Qatar, Russie ou l'Arabie saoudite ou l'Indonésie. C'est-à-dire que le roi, Sa Majesté le roi a souhaité s'extraire de cette politique, eh bien on a proposé, comme le pays est une extraordinaire côte pour la cultivation des algues, on lance la cultivation des algues. On fait des rideaux d'algues et les rideaux d'algues ont multiples opportunités. Première chose, c'est qu'on fait un redressement de l'écosystème pour avoir beaucoup plus de zones où les petits poissons puissent se réfugier, se protéger, non pas seulement contre les prédateurs, mais aussi contre les pêcheurs. On recrée un écosystème qui génère plus de 1000 tonnes par an par hectare, bien entendu à 25 mètres de profondeur, et avec 1000 tonnes, on génère avec une cinquantaine d'hectares pour une communauté de 6000 habitants tout le gaz dont ils ont besoin. L'argent qui avant sortait de l'économie pour acheter le gaz à l'extérieur, aujourd'hui est un gaz local. Le gaz local vient immédiatement avec un relancement du forêt de l'océan et un relancement de la biodiversité. La pêche peut reprendre, surtout la pêche artisanale, et nous avons l'avantage additionnel que le gaz produit avec des biodigesteurs nous permet d'avoir un résidu solide qui est un produit, un engrais extraordinaire avec l'eau douce inclus pour quand même relancer une agriculture pérenne autour de ces installations au bord de la côte qui est au bord du Sahara. Je crois qu'en plus, nous sommes capables de capturer les microplastiques
Et nous avons fait des accords pour alors capturer les plastiques et faire la pyrolyse des plastiques pour produire encore plus de gaz. Et tout d'un coup, un argent qui sortait de l'économie locale reste dans l'économie locale. On crée des plus-values et nous prévoyons un double que le pouvoir d'achat dans la région en 6 ans sera le double, sans subvention, sans subvention. Mesdames et messieurs, il faut libérer l'État de cette nécessité de subventionner tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bien pour nous. Il faut qu'on développe des modèles d'affaires qui sont capables de répondre aux besoins de tout le monde. Les besoins de tout le monde, ça veut dire les communautés et la nature. Et ce ne suffit plus de protéger la nature, il faut régénérer la nature. Et c'est une opportunité pour nous qui s'explique et qui se documente aujourd'hui avec plus de 200 projets autour du monde. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Eh bien, on a réalisé plus de 200 projets. On a créé 3 millions d'emplois. On a mobilisé 5 milliards d'euros d'investissement. Et maintenant, on se retrouve avec une très grande demande, surtout des familles, des grandes familles dans le monde entier, où une nouvelle génération s'impose et papa ou le grand-père est obligé d'être à l'écoute à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération ne veut plus savoir de seulement investir pour avoir un bon rendement. On souhaite investir dans la transformation. Je crois qu'il y a une nouvelle génération des investisseurs qui souhaitent laisser des vrais héritages. On est en train de trouver des investisseurs qui agissent comme les grandes familles qui ont construit les cathédrales dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé d'investir dans la cathédrale ne sont pas ceux qui vont faire l'ouverture de ces cathédrales. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'une transformation de notre économie vers cette voie. Je viens de lancer un cas d'étude avec IEC et avec INSEAD où, bien entendu, un responsable, un gestionnaire de fonds d'investissement, un fonds de famille, se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois faire les checkbox? Est-ce que je dois suivre toutes les différentes documentations, audits, plans d'affaires, etc. Ou est-ce que j'investis parce que si on me propose le papier pierre ou les coulisses d'algues, est-ce que je suis capable vraiment d'investir et de prévoir tout ce qui va passer? Et c'est impossible de le prévoir. Mais il faut choisir vraiment les secteurs de la grande transformation pour vous permettre de faire une avance hors du raisonnable dans le modèle stratégique traditionnel de Michael Porter.